y a 20 ans, en juin 2006, naissait le Centre français des musiques juives qui allait se transformer 6 ans plus tard en Institut européen des musiques juives. D'où est née l'idée de créer cet institut et pourquoi à ce moment-là? Alors en 2006, il y a eu un alignement de planètes. Je suis personnellement musicologue et ethnomusicologue, je travaille dans le domaine des musiques juives depuis 1989, donc ça fait quelques années, et j'ai eu la chance de pouvoir intégrer la Fondation du judaïsme français qui a développé un programme consacré aux musiques juives, au patrimoine musicaux des Juifs de France plus précisément. Et en 2006, la Fondation du judaïsme français, l'association Yuval et la fondation Henriette Alphen, qui avait été créée par Isabelle Friedman, ont décidé de s'unir pour créer ce Centre français des musiques juives. Tout simplement pour répondre à un besoin essentiel qui était de préserver le patrimoine musical des Juifs de France qui était en train de se perdre, de se déliter, comme on s'en rendait compte. C'est un patrimoine très ancien, un patrimoine qui s'étend depuis les Juifs du Comtat venessin jusqu'aux Juifs, les anciens Marranes du sud-ouest de la France, depuis les Juifs d'Alsace-Lorraine jusqu'aux Juifs d'Europe de l'Est qui sont arrivés en France en tournant du XXe siècle, fuyant les pogroms et la montée des totalitarismes, sans oublier bien sûr les Juifs de l'Empire ottoman, à ceux d'Afrique du Nord qui sont arrivés dans les années 60, après la décolonisation, et tout ce patrimoine progressivement disparaît, s'oublie, c'est un patrimoine immatériel. Et c'est ça le principe d'un patrimoine immatériel, c'est que n'étant pas fixé ou n'étant pas noté essentiellement, il se transforme, évolue ou disparaît si les porteurs de ce patrimoine disparaissent avec lui, si cette transmission n'est pas assurée. Et là, je me suis dit, il faut qu'on intervienne, il faut qu'on prenne le relais, il y a des générations qui attendent ça, et parce que ce patrimoine, à travers ces musiques juives, c'est une partie de notre histoire qu'on transmet. Et cette histoire, elle est comme les musiques juives, elle est multiple, elle est diverse, elle est singulière, elle est plurielle, elle est essentielle à notre identité. Donc on a construit en 2006 ce Centre français des musiques juives. En 2009, il s'est constitué en association loi 1901 présidée par la musicologue Laure Schnapper. Et en 2012, il est devenu Institut européen des musiques juives. En 2006, vous définissiez les missions de l'Institut de la manière suivante: collecter, préserver et valoriser le patrimoine musical juif. Ces missions ont-elles évolué depuis 20 ans? Alors, cette mission, bien sûr, perdure dans ses fondements. Nous sommes toujours là pour, évidemment, collecter, conserver, préserver et aussi valoriser. C'est-à-dire que l'époque actuelle nous permet de diffuser de manière absolument phénoménal ce patrimoine, à travers notamment la dématérialisation des supports, à travers les sites web, à travers les réseaux sociaux. Tout ce patrimoine devient accessible à un grand public. Et c'est ça qui a beaucoup changé en l'espace de 20 ans, qui fait qu'aujourd'hui, notre site internet est devenu un site multilingue, français, anglais, allemand, italien et espagnol, qui nous permet de toucher environ 250 personnes chaque jour qui viennent du monde entier et qui s'intéressent aux musiques juives. Quel est le profil type de votre public? Autrement dit, à quels besoins répond votre travail? Alors ce public est extrêmement varié. Ça peut être un public communautaire, on le voit notamment lorsque nous publions sur le site internet des articles consacrés aux musiques des fêtes juives. On a un afflux à ce moment-là de visiteurs qui viennent s'imprégner de la musique de ces fêtes, et ça peut être aussi un public non religieux ou non juif d'ailleurs, qui s'intéresse tout simplement à ce patrimoine immatériel qui contient en lui une grande part des musiques et emprunté aux autres civilisations, qui a une dimension universelle. Et donc ce public de curieux, ce public également de chercheurs, ce public d'artistes, de musiciens, de choristes, vient chercher sur notre site ou chez nous des partitions, des enregistrements, des documents rares qui vont l'aider à appréhender la réalité de ce qu'on appelle aujourd'hui musique juive, que je conjugue toujours au pluriel de l'infini. Par quel biais vous faites-vous connaître et quelles relations avez-vous avec d'autres institutions œuvrant également dans le domaine des musiques juives? Alors,
comme je l'ai dit, nous avons bien sûr ce site internet qui attire beaucoup de monde, qui est extrêmement bien référencé sur les différents moteurs de recherche. Nous avons également des relations avec différents pays en Europe, puisque nous avons créé en 2018 le réseau européen des musiques juives, notamment avec l'Italie et l'Espagne. Et puis nous sommes en relation avec d'autres instituts en Europe, mais ailleurs dans le monde. En Europe, je citerai par exemple en Allemagne, à Hanovre, das Europäische Zentrum für die Jüdische Musik, à Londres, le Jewish Music Institute, en Israël, le Jewish Music Research Center, et d'autres centres aux États-Unis qui s'occupent également de musique juive. Donc nous sommes en relation avec eux, mais il y a une différence entre eux et nous, c'est que souvent ces instituts sont rattachés à des universités, ce qui n'est pas notre cas. Nous sommes une association de loi 1901, et donc ils sont plus orientés vers le domaine de la recherche, et les archives qu'ils ont sont intégrées aux bibliothèques universitaires, aux bibliothèques nationales, alors que nos archives à nous sont en fait beaucoup plus facilement accessibles et disponibles à travers notre site internet, mais aussi dans la bibliothèque numérique Rachel. Comment percevez-vous l'avenir de l'Institut et comment assurer la pérennité de son travail ? En 2006, Nelly Hanson, la directrice de la Fondation du judaïsme français, me disait que je me lançais dans un travail sans fin et que j'étais un peu inconscient quelque part. Je réalisais pas qu'elle avait vraiment raison. 20 ans après, je me rends compte que j'ai ouvert une boîte de Pandore et qu'elle n'est pas prête de se refermer. Alors les années ont passé, certes, mais ce travail continue, j'ai envie qu'il continue toujours, bien même au-delà de moi, bien entendu. Je voudrais avant toute chose aussi remercier justement tous ces mécènes, ces institutions qui nous soutiennent depuis le début. J'en ai parlé, je pense à la Fondation du judaïsme français, mais également la Fondation pour la mémoire de la Shoah, la Fondation Rothschild, Institut Orland Rothschild, la Rothschild Foundation Nadiv Europe, les fondations Henriette Alphen et Irène et Jacques Darmon, et bien d'autres encore que je n'ai pas le temps de citer ici. Et puis bien sûr, je pense à tous les bénévoles, à toute l'équipe de l'IMJ et à tous les bénévoles qui viennent chaque semaine, qui s'impliquent dans ce travail, certains depuis près de 10 ou 15 ans, certains presque là depuis le début, et qui font vivre cet institut dans la joie et la bonne humeur, et j'avoue que sans eux, ce ne serait pas la même chose. Donc merci à vous tous, et longue vie à l'Institut.